Je vais essayer ce soir de vous partager le contenu de ce que j'ai construit pour l'AP, l'accompagnement personnalisé des élèves de seconde, et qui s'appelle la confiance en soi. C'est un programme qui a été construit sur 8 heures, mais nous ne passerons pas 8 heures ce soir, c'est promis. Donc je vais vous en faire un condensé. Le but étant de comprendre comment fonctionne la confiance en soi, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et puis derrière de pouvoir la construire et apprendre à s'en servir. Si vous le permettez, je me suis permis d'enlever mon masque, parce qu'on garde la distance nécessaire. Maintenant, s'il y a des gens qui préfèrent que je le garde, c'est possible aussi. Bienvenue. La confiance en soi, souvent, on s'imagine que c'est un truc génial, que certains auraient, et pour cela, rien n'est impossible. Ils n'ont aucun problème, ils vont être élus délégués, ils vont prendre la parole en public, ils vont dire ce qu'ils pensent, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire, sans grosse difficulté. Et puis il y a ceux qui ne l'auraient pas. Et alors pour eux, c'est plus compliqué. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas dire ce qu'on pense, on se laisse un peu marcher dessus, puis on n'ose pas, et puis quand il faut prendre la parole en public, c'est très compliqué, et puis quand il faut apporter un plat sur la table sans dire qu'il est un petit peu brûlé dans un petit coin, c'est très compliqué, et puis il y a plein d'occasions qu'on a dans la vie d'être gêné par cette absence de confiance en soi. J'ai une bonne nouvelle pour vous, la confiance en soi n'a rien de inné. Et tout ce que je vais vous partager ce soir sont le résultat de la concaténation de beaucoup d'études, notamment en neurosciences. Les neurosciences, je rappelle que ce sont des sciences très récentes, ça fait à peine 20 ans que le scanner IRMF, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, existe, et qui permet de voir ce qui se passe dans le cerveau sans être obligé de trépaner la personne et de lui ouvrir le crâne pour aller trifouiller dans son cerveau, ce qui avait pour effet assez désagréable de tuer les personnes, ce qui permettait beaucoup moins bien de voir comment leur cerveau fonctionne. Aujourd'hui, on arrive à voir ce qui se passe dans le cerveau sans ouvrir la boîte crânienne, et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre tout un tas de choses. La confiance en soi n'a rien de inné, même si de père en fils ou de mère en fille, on est capable de se la transmettre, ou pas. Et à l'inverse, on peut aussi très bien transmettre l'absence de confiance en soi. Mais on va voir que c'est quelque chose qui s'apprend, et puisque ça s'apprend, on peut l'apprendre à tous les âges. Ça, c'est une des conséquences de ce que nous ont appris les neurosciences, c'est que rien n'est jamais impossible, à n'importe quel âge, on peut réapprendre à faire ce qu'on veut. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de comprendre un petit peu comment ça marche. Je vais partir d'une définition super simple de la confiance en soi, à savoir la confiance en soi, et c'est les neurosciences qui nous l'expliquent, ça n'est que de la mémoire. C'est ma capacité, face à un problème donné, de me souvenir que j'ai déjà résolu ce problème-là dans le passé, et que ça s'est bien passé. Exemple, si je demande à l'un d'entre vous d'ouvrir une porte, il y aura a priori assez peu de problèmes de confiance en soi, parce que la dernière fois que vous avez ouvert une porte, ça s'est plutôt bien passé. Si je demande à l'un d'entre vous de venir debout sur cette table pour danser le sartaki, il est probable que celui-là manque un petit peu de confiance en lui à ce moment-là. D'abord parce qu'il se souvient peut-être pas très bien de comment il danse le sartaki, voire même il a des souvenirs émus de la dernière fois qu'il a essayé, que c'était pas terrible. Et en plus, il se rappelle que monter sur une table pour danser devant tout le monde, c'est quand même prendre beaucoup de risques, et pour l'équilibre, et pour les colibés, rires et autres réjouissances qui pourraient agiter la salle. La confiance en soi, ça n'est que de la mémoire. Notre capacité face à un problème de nous souvenir qu'on a déjà résolu ce problème-là dans le passé et que ça s'est bien passé. Une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant parce qu'on est sorti de cette espèce de fatalité de ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Puisque nous avons tous une mémoire,
et que nous sommes tous capables d'agir sur notre mémoire, de choisir de mémoriser ci ou de mémoriser ça. Et puisqu'on est capable de choisir ce qu'on mémorise, on va être capable de construire la confiance quand on en a besoin. Tout devient possible à ce moment-là. Donc, la confiance en soi, c'est de la mémoire, c'est notre premier point. Pour ça, on va essayer d'explorer, on va redécouvrir, peut-être qu'il y en a qui ont déjà participé à des soirées précédentes, donc on va peut-être avoir quelques rappels. On va redécouvrir quelques caractéristiques de notre cerveau et en particulier de notre mémoire. C'est très important de comprendre comment fonctionne la mémoire, puisque si je comprends comment fonctionne la mémoire, alors je vais comprendre comment fonctionne la confiance en soi. Puisque la confiance en soi, c'est de la mémoire. Alors, on se rappelle, une des règles du cerveau, c'est que notre cerveau ne retient pas ce qui est important, notre cerveau retient ce qui est fréquent. Règle que tous les publicitaires du monde ont très très bien comprise. Il vaut mieux dire 37 fois la même petite phrase débile dans une publicité que de nous expliquer pendant 3 minutes pourquoi c'est une bonne idée de faire ci ou de faire ça. Répéter, 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 c'est une des règles en pédagogie. Le cerveau retient plus facilement ce qui est fréquent que ce qui est important. Comment ça s'explique ? Ça s'explique assez facilement justement avec les neurosciences. Et si tout va bien, on va la voir ici. Hop. En connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire ménage. Les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas forcément ce qui est important. Notre confiance en nous, elle est basée sur notre mémorisation, donc on mémorisera plus facilement ce qui est fréquent que ce qui est important. D'où les stratégies d'entraînement auxquelles on essaye d'initier nos élèves, parce que s'entraîner dans une démarche de fréquence, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il vaut mieux 5 minutes de flûte tous les jours que 1 heure de flûte la veille du cours. Tous les profs de musique le disent, tous ceux qui ont pratiqué un jour un instrument le savent, il vaut mieux s'entraîner souvent que de s'entraîner beaucoup la veille du concours. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que ça va être une des bases de des stratégies de confiance en soi. C'est que les stratégies de confiance en soi, elles vont devoir être basées sur la notion de fréquence.
Une deuxième illustration de cette même règle nous vient du travail du chercheur Ebbinghaus, un chercheur qui a travaillé sur la mémorisation et notamment la notion de l'oubli. Ebbinghaus, il explique que pour qu'un souvenir, pour qu'une information soit gravée, soit engrammée dans notre mémoire de manière durable et efficace, il faut qu'elle soit ravivée, réactivée plusieurs fois. Pour être précis, Ebbinghaus, il parle de 5 répétitions. Une première qu'il dit dans l'heure, en gros, dans l'heure qui suit l'acquisition d'une information, il faudrait la répéter. Une deuxième qu'il faudrait faire venir dans les 48 heures. Une troisième qu'on ferait venir dans la semaine. Une quatrième qu'on ferait venir dans le mois. Et une dernière qu'on ferait venir dans l'année. Une fois qu'on aurait fait toutes ces réactivations avec la fréquence logarithmique que je viens d'énoncer, c'est de plus en plus espacé, on pourrait dire exponentielle aussi, je crois que c'est plus proche d'ailleurs de l'exponentielle, on peut considérer que le souvenir il va être acquis et de manière durable, et qu'on n'aura plus besoin de le réapprendre. Il a tracé ça sous forme de courbe, en expliquant, voilà, si je sais aujourd'hui 100% de l'information que vous me donnez, il est probable que très rapidement, j'oublie ce que vous m'avez donné aujourd'hui, jusqu'à l'oublier complètement, ou assez rapidement finalement. Et si je réactive, et vous voyez qu'à chaque réactivation sur la courbe, la pente de la courbe qui redescend est moins grande, est moins forte. Et à chaque fois que je réactive un petit peu, à chaque fois la pente est un peu moins forte. Ça veut dire que je vais oublier moins vite. Si je réfléchis bien aux durées que je vous ai données, au bout d'une heure, tiens, qu'est-ce que fait le prof à la fin du cours en général? Allez, on récapitule, là, qu'est-ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Réactivation, numéro 1. À la fin du cours, en général, quand on prend le temps de réactiver, c'est pour ça. Deuxième réactivation, dans les 48 heures, qu'est-ce que le prof demande pour le cours d'après? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fera au début du cours d'après? Il dira, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Deuxième réactivation. Troisième répétition, dans la semaine, qu'est-ce qui se passe à la fin de la semaine ou au début de la semaine suivante? Petite évaluation de parcours, on vérifie qu'on a bien acquis les connaissances. Troisième réactivation. On a dit un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Il y a le contrôle de fin de chapitre, qui en général est calqué sur à peu près un rythme d'un mois. C'est notre quatrième réactivation. Et puis on a dit au bout d'un an, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? On a les tests de fin d'année, on a éventuellement le bac, et là on a notre cinquième réactivation. Le rythme du travail scolaire est calqué sur ce mode de travail. C'est pas par hasard. Là encore, mes stratégies de confiance en moi, de mémorisation, vont pouvoir être intelligentes si j'arrive à me calquer sur le bon rythme. Tous ceux qui un jour ont voulu faire un régime, ou arrêter de fumer, ou s'inscrire dans une salle de sport, ou toute autre chose de ce genre-là, ont remarqué que c'est toujours entre 21 jours et un mois. Quand vous inscrivez dans une salle de sport, vous avez un mois gratuit. Le premier. Pourquoi? Parce que 21 jours, c'est la durée nécessaire pour créer un habitus. C'est-à-dire que si vous faites un truc pendant 21 jours, on va dire, si vous faites un truc bizarre, comme aller courir le matin, par exemple, pendant 21 jours, au bout de 21 jours, si vous avez été fidèle tous les jours, ça ne vous demandera plus d'efforts supplémentaires de le faire. Ça sera devenu quelque chose de naturel, de normal. De même que si vous arrêtez de fumer aujourd'hui, dans 21 jours, ce sera quelque chose d'acquis pour vous et pour votre corps. 21 jours, c'est la durée nécessaire. Alors pourquoi ils vous offrent un mois? C'est pour être sûr. Parce qu'ils savent qu'il y a des petites entorses, qu'on ne va pas être fidèle tous les jours. Donc si on n'y arrive pas tous les jours et qu'on saute quelques jours, en offrant un mois, on est à peu près sûr que ça ne sera plus un effort d'aller à la salle de sport si pendant un mois vous y êtes allé régulièrement.
c'est devenu un habitus, et donc à partir de ce moment-là, vous y avez pris goût, donc on peut commencer à vous faire payer. Toutes les stratégies, que ce soit pour un régime, pour arrêter de fumer, pour se mettre au sport ou pour d'autres, sont basées sur cette durée de 21 jours. C'est pour ça que les programmes que je vais vous proposer sur la confiance en soi, on va les calquer sur 21 jours. Voilà. Parce que c'est intelligent, c'est la durée qu'il faut à notre cerveau pour s'habituer, entre guillemets, pour se mettre dans cette démarche-là. Et moi, je l'arrondirais même à 1 mois, parce que je sais que parfois on oublie et qu'on n'est pas toujours au top. Deuxième caractéristique de mon cerveau, de notre cerveau, de votre cerveau, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Vous avez tous déjà regardé un film à la télévision ou au cinéma. Vous avez tous déjà, devant un film au cinéma ou à la télévision, ressenti des vraies émotions. Peut-être même certaines fois, vous avez eu des vraies larmes qui sont coulées de votre œil. Alors que votre intelligence sait parfaitement que ça n'est que du cinéma, que ce sont des acteurs qui ne vont pas mourir pour de vrai, qu'en fait c'est du faux sang et que c'est des faux... À la fin, ils se relèvent, les gens qui sont morts dans le film. Ils ne sont pas vraiment morts, en fait. Donc c'est pas vraiment triste, en fait. Et pourtant, moi je ressens des vraies émotions devant le cinéma. C'est parce que mon cerveau, alors on va être plus précis un peu plus tard, mais mon cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il y a même aujourd'hui des thérapies qui sont à la base de ce mode de fonctionnement du cerveau. D'accord ? Sur la base de la réalité virtuelle, on arrive par exemple à soigner des gens qui ont perdu un membre et qui ont une douleur fantôme sur un membre, et on va arriver à les soigner sur un membre absent, à base de réalité virtuelle, en les immergeant dans une réalité virtuelle, et on va pouvoir aller soigner, mettre un pansement, mettre du baume sur le membre absent, et ça les soigne vraiment. À la fin, ils ont vraiment plus mal, ou beaucoup moins mal qu'avant. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Petite expérience, je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous mettre à l'aise. On va respirer bien fort, on va s'imaginer sur la plage, le sable entre les doigts de pied, il fait beau, le soleil caresse votre peau. Sur votre droite, là, il y a un verre avec le cocktail que vous aimez bien. Vous avez le bruit des vagues et les enfants qui jouent pas loin. Toute la famille est réunie. C'est un pur moment de bonheur. Et vous voyez comme vous êtes capable de ressentir ce moment de bonheur, vraiment, et de vous sentir bien, alors que vous savez pertinemment qu'il est presque 18h15, que vous êtes ici à Villapia sur une chaise parfaitement inconfortable, dans une salle mal éclairée, et que vous n'êtes pas du tout à la plage. Pourtant, vous ressentez une vraie bien-être à une situation parfaitement fictive, parfaitement imaginaire, et vous saviez que c'était imaginaire. Personne ne s'est vraiment cru sur la plage. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. On va s'en servir pour créer et construire cette confiance en soi. Encore un point important, il va s'agir à un moment de bien faire la différence, d'être capable de faire la différence, et c'est essentiel, entre ce que je suis et ce que je fais. Et je peux être quelqu'un de bien, je peux être aussi extraordinaire que ce que mes parents pensent de moi, et pourtant, parfois, faire des choses qui ne sont pas terribles. Avoir un résultat au contrôle d'histoire qui n'est pas à la hauteur. Et ça ne dit rien de ce que je suis, ça dit de ce que je fais. Une grosse majorité des personnes qui manquent de confiance en eux font la confusion entre l'être et le faire. Et je peux être formidable et faire une bêtise. Ça arrive à des gens bien. Et me tromper, et être à côté de la plaque, ça peut. Mais ce que je fais
ne dit rien de ce que je suis. Et là, attention à notre vocabulaire. Je ne suis pas nul en maths. Parfois, quand je fais des maths, je ne suis pas très performant. Mais ce n'est pas de l'être, les maths. C'est du faire. Et autant l'être, ça va être compliqué de le changer, parce que je suis un garçon et que ça risque de durer un petit moment, parce que je suis grand et que ça, je peux rien y faire, parce que je suis comme je suis et avec mon caractère et que c'est pas facile de travailler là-dessus, autant je peux décider de changer ce que je fais dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est moi qui décide. Autant j'ai 100% de ma maîtrise sur ce que je fais, autant sur ce que je suis, je ne choisis pas tout. C'est très important de faire cette différence. Si je ne fais pas bien cette différence, ça va être très compliqué par la suite. Parce que je vais m'imaginer que je ne peux rien y faire, parce que je suis comme ça. Mais ce n'est pas la même chose. Être et faire sont deux choses très différentes. Ça va pour tout le monde? Alors, on a dit le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. Qui est la personne au monde qui me parle le plus souvent? Moi. Je suis la personne au monde qui me parle le plus souvent. Et chacun d'entre vous peut dire la même chose. Ma petite voix intérieure me parle toute la journée. Et elle me dit toute la journée de ce que je fais. Et vous imaginez ce qui se passe si je me parle mal, si je me dis t'es nul, tu vas pas y arriver, toute la journée, qu'est-ce que va retenir mon cerveau? Il va retenir ce que je lui dis et ce qui est le plus fréquent. Je suis nul, je vais jamais y arriver. C'est très très important de prendre conscience de notre manière à nous de nous parler, de notre manière de qualifier ce qu'on fait. Et si je dis, sur ce coup-là, le résultat de ce que tu as fait n'est pas terrible, c'est pas du tout pareil de dire t'es nul. Ce que tu es nul, c'est du être, alors que ce que tu as fait, c'est que du faire. Et c'est pas toi à le faire. C'est ce que tu as fait, certes, mais tu es capable de faire mieux. La manière dont je me parle, c'est la première porte d'entrée de la confiance en soi. Et si je veux changer ma confiance en moi, il faut commencer par changer la manière dont je me parle. Mais évidemment, la manière dont je parle à mes enfants, c'est pareil. Si tous les matins, je répète à mes enfants qu'ils sont nuls ou qu'ils ne vont pas y arriver, ou que si je passe mon temps à leur faire de reproches, il ne faudra pas que je m'étonne qu'ils les engramment, ces reproches. C'est ce que le cerveau appelle de l'adaptation. Vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, mais le cerveau ne comprend pas non plus ce qui est négatif. Vous vous rappelez de ça? Si je vous demande de ne pas imaginer le chiffre 22 qui est écrit sur le mur ici, là, si je vous dis que ça ne sert à rien de retenir le chiffre 22, parce que je viens d'imaginer ce chiffre 22. Et donc si vous le visualisiez là sur le mur, affiché en haut de l'écran, ça n'aurait aucun intérêt pour vous. C'est un chiffre imaginaire que je viens d'imaginer qui ne sert à rien. Donc oubliez-moi tout de suite ce chiffre 22, ça ne sert à rien de le visualiser dans votre tête. D'accord, je vais vous laisser quelques secondes le temps de l'oublier, le chiffre 22, s'il vous plaît. Voilà, comme plus personne ne pense au chiffre 22, que je ne viens pas de le répéter 14 fois pour vous permettre, comme le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important, si je vous répète 22 fois le chiffre 22, au bout d'un moment, je suis sûr que vous y penserez demain matin au petit déjeuner en pensant à moi. Je
Je suis content que vous pensiez à moi au petit déjeuner, c'est gentil. La police. Mais 22 fois, c'est pas... oui, à part si les flics arrivent, mais 22 fois, c'est pas d'un grand intérêt. Vous voyez que votre cerveau ne sait pas faire un ordre négatif. D'accord ? On comprend tout de suite les dégâts que peuvent faire des gens très bien intentionnés. Hein. Allez, ce coup-là, je ne vais pas faire de faute. Hein. Je m'implique, je ne vais pas faire de faute. C'est de la suggestion, ça marche à tous les coups. Moi, je pense toujours, j'ai toujours une pensée très émue pour cette maman qui, très bien intentionnée, dépose ici, là, devant le grillage, sa fille le matin du bac, et qui lui dit surtout, ma chérie, hein, tu stresses pas. Hein. Ben oui, c'est du vécu. Hein. C'est de la suggestion. De l'autosuggestion de cet ordre-là, on s'en fait toute la journée. Et de la manière dont je me parle, si je me parle au négatif, ou si je parle à mes enfants au négatif, il ne faudra pas que je m'étonne que j'engramme, que j'enregistre cette négativité. Si je rentre dans la chambre de ma fille ou de mon fils, et que je commence par pointer tout ce qui est mal rangé, en occultant tous les efforts qui ont été faits, parce qu'objectivement, depuis la dernière fois, il y a eu 2-3 trucs de rangés. Il ne faudra pas que je m'étonne qu'un jour, ils disent à son conjoint ou à sa conjointe, moi, de toute manière, je suis bordélique, c'est comme ça, et ça ne peut pas changer. C'est dans les gènes, c'est comme papa. Ben non, en fait, c'est pas génétique. C'est juste une question de faire le rangement. Et ça se soigne assez bien, à condition de s'y mettre, à condition de faire l'effort, à condition de plein de choses, mais il n'y a rien de génétique. Donc ça veut bien dire, et c'est important dans la manière dont je le dis, dans la manière dont je le fais en tant que parent, mais en tant que moi-même, avec moi-même en particulier, voilà. La manière dont je m'exprime, si je m'exprime positivement ou si je m'exprime négativement, ça change tout. Puisque mon cerveau retient tout ce qui est fréquent et pas ce qui est important. Et ce qui est fréquent, si c'est des reproches faits à moi-même ou à mes enfants, et ben c'est ça qu'ils vont retenir. C'est ça que je vais retenir à moi-même. Remplaçons nos reproches par des encouragements. Oh, ma chérie, je suis content que tu aies amélioré le rangement de ta chambre, c'est super. Alors, il y a encore quelques marges de manœuvre et peut-être on peut poursuivre dans la même voie parce que vraiment, je vois que tu gagnes en performance. Bravo. Et je suis sûr que c'est plus efficace. Et en plus, ça m'évite de m'énerver, ça me fait gagner un temps précieux et une énergie phénoménale. Dans mes stratégies, toujours, on essaye de comprendre comment marche le cerveau pour apprendre à s'en servir. Notre cerveau, il a besoin, et ça je m'appuie là-dessus sur les travaux d'Antoine de la Garandrie sur la gestion mentale. Antoine de la Garandrie, en gestion mentale, il a expliqué que pour mémoriser correctement un truc, il faut 3 ingrédients. Il faut être capable de percevoir ce qu'on veut mémoriser, c'est la perception, c'est ce qui passe par nos 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. À travers nos 5 sens, on est capable de percevoir le monde. Évidemment, si je suis auditif, mes oreilles marchent mieux que mes yeux. Si je suis visuel, mes yeux marchent mieux que mes oreilles. Si je suis kinesthésique, je vais plutôt passer par le toucher ou par le mouvement. Mais mes outils de perception sont plus ou moins performants. Et selon comment je suis et qui je suis, je vais avoir des outils de perception meilleurs que les autres. Mais j'ai besoin de capter l'info. Ça, c'est la première étape de la mémorisation. Deuxième étape de la mémorisation, c'est la fabrication d'une image mentale. C'est ce que je vous ai fait faire en projetant le chiffre 22 sur le mur, et surtout quand je vous ai laissé quelques secondes le temps d'évoquer à l'intérieur de votre tête le chiffre 22. Chacun l'a évoqué comme il pouvait. Certains d'entre vous qui sont visuels l'ont évoqué de manière visuelle dans leur tête. D'autres qui sont plus auditifs l'ont évoqué de manière plus auditive dans leur tête. Il y en a même qui ont entendu les pompiers, enfin la police, et la sirène de police à l'intérieur de leur tête. Peu importe, mais l'évocation, l'image mentale que je me suis créée, c'est la deuxième étape de la mémorisation. Mais si j'avais que ça, je ne mémoriserais pas bien.
Notamment parce que vous imaginez ce que serait une journée, ou plutôt une fin de journée, si je devais mémoriser tout ce que j'ai évoqué dans ma tête. Ça serait insupportable. On aurait la tête comme ça, avec tout un tas de trucs en mémoire qui n'auraient aucun intérêt. Genre le chiffre 22, vous l'auriez scotché dans votre tête, ce qui n'aurait aucun intérêt pour vous. Sauf de penser à moi demain matin au petit déjeuner, ce qui me fait très plaisir. Mais ça ne sert à rien. On ne peut pas retenir tout ce qu'on voit, tout ce qu'on évoque. Le troisième ingrédient pour retenir, c'est le projet. Attention, ce que je vais vous dire là, c'est ce qui va tomber au contrôle la semaine prochaine. Là, la tension passe au maximum. J'ai un projet, je sais que je vais avoir besoin de cette information-là la semaine prochaine au contrôle, alors je capte et je fixe. Si j'ai pas de projet, j'ai pas besoin de fixer. Et ça va passer par une oreille et ressortir par l'autre. Donc, avoir un projet, c'est cette petite question qu'on pose. Qu'est-ce que j'en fais de cette info, quoi ? Est-ce que j'en ai besoin plus tard et je la garde ? Ou est-ce que c'est qu'une info qu'on me dit comme ça et je l'oublie aussi vite qu'elle est arrivée ? Avoir un projet, c'est le troisième ingrédient de la mémorisation. Si j'ai pas de projet, d'utiliser plus tard cette information-là, mon cerveau ne va pas la stocker, il ne va pas la fixer. Si elle est vraiment très très jolie, alors je vais faire attention de retenir le numéro de téléphone qu'elle donne. Si j'ai moins de perspective d'être entreprenant, ça va me passer comme ça et ça ne m'intéressera pas. Avoir un projet, une motivation pour utiliser l'information. Donc je capte l'information, je la perçois, c'est la perception. J'évoque l'information, je me crée mon image mentale, qu'elle soit sonore, visuelle ou kinesthésique. Je passe sur les images mentales gustatives et olfactives, encore qu'elles sont souvent très fortes. D'accord ? On se rappelle de la Madeleine de Proust. L'odeur de la Madeleine suffit à le ramener en enfance. Nous aussi, il y a quelques odeurs comme ça qui nous emmènent. Je passe dessus parce que scolairement, l'olfactif et le gustatif, on s'en sert un peu moins. Voilà, c'est rare qu'on fasse goûter un truc aux élèves pour les aider à retenir. Par contre, qu'on évoque de manière sonore, de manière visuelle ou par le mouvement de l'écriture des informations, ça c'est beaucoup plus fréquent. Donc, j'ai perçu, j'ai évoqué et j'ai un projet. Alors là, je peux retenir une information. C'est hyper important de se projeter, c'est hyper important de s'imaginer, y compris dans la réussite. Puisque la confiance en soi, c'est ça. C'est retenir que je suis capable de réussir. C'est retenir que je suis capable de parler en public et que ça peut bien se passer. Et que personne n'est mort de rire avant la fin, que personne n'est parti de dépit désespéré parce que c'était trop nul, que personne ne m'a jeté de tomates, enfin pour l'instant. Et donc, me rappelant de tout ça, je suis à peu près en confiance pour que ça se passe bien. Si je ne suis pas capable de visualiser cette réussite, ça va être très compliqué pour moi d'être en confiance. Et peut-être qu'un élève qui serait stressé à l'idée de faire un exposé, il pourrait fermer les yeux quelques secondes juste avant son exposé et se visualiser en train de réussir son exposé. Visualiser ses camarades à la fin en train d'applaudir parce que c'était intéressant. Visualiser le professeur en train de le féliciter parce que c'était bien. Et rien que ça va faire baisser le stress. Parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et que de la même manière que tout à l'heure, assis sur votre chaise inconfortable ici à Villapia, vous avez ressenti le bien-être d'être sur la plage, avec vos amis, votre famille et votre cocktail, de la même manière, mon cerveau va enregistrer le bien-être de la réussite de mon exposé et faire baisser mon stress avant mon exposé si je visualise de manière parfaitement artificielle. Et ils vous diront, et ils auront raison, ça ne va jamais se passer comme je l'ai imaginé, c'est vrai. Et c'est pas pour ça qu'on le fait. Quand on regarde un bon film, c'est pas parce qu'on espère que la réalité va rejoindre le bon film. On sait bien que c'est un film et que c'est de la science-fiction. Et que c'est pas de la vraie réalité. Par contre, on espère et ça ne manque pas de ressentir des vraies émotions. Donc, visualiser, se projeter,
c'est quelque chose d'hyper important, y compris si c'est parfaitement artificiel. Et je sais que c'est artificiel, mais je choisis quand même de visualiser cette situation artificielle de la même manière que quand je regarde un film. Je sais que c'est qu'un film, mais que je le visualise quand même pour ressentir les vraies émotions. Parce que j'ai besoin, pour mémoriser, d'avoir ce projet. Et que je ne mémoriserai pas, y compris les choses positives, si je n'ai pas de projet, si je ne me suis pas visualisé dans une réussite future. Donc ça, c'est une des premières étapes aussi de construire la confiance en vue d'un événement particulier, que ce soit un examen, que ce soit un contrôle, que ce soit une conversation avec quelqu'un. Parfois, on appréhende d'avoir une conversation avec quelqu'un. Est-ce que je me suis visualisé dans cette conversation, calme, apaisée, avec des arguments posés qui permettent de faire avancer le schmilblick ensemble? Rien que de me visualiser en train de faire ça, ça va faire baisser le stress, ça va faire baisser tout ce qui me gêne pour appréhender cette situation. Encore une stratégie de construction de la confiance en soi, toujours basée sur la stratégie de la mémoire. J'en parlais à l'instant, c'est la technique de la Madeleine de Proust. C'est la technique de l'ancrage. Vous savez, quand il y a un petit truc qui se passe bien, imaginons, j'amène mon plat de lasagne sur la table, silence de mort, tout le monde est en train de manger tellement c'est bon, et à la fin, il n'en reste pas une miette. Ils ont mis 10 minutes, 7 minutes à manger ce que j'ai mis 2 heures à faire juste avant. C'est épuisant, mais n'empêche que je suis content parce que c'est la première fois que je faisais des lasagnes et que ça me réjouit de voir que ça leur a plu et que visiblement ça avait l'air bon. Pour construire ma confiance en moi, il faudrait que cet instant-là, je puisse le capter, me le mettre dans la poche, et la prochaine fois que je vais recevoir quelqu'un d'important à la maison ou quelqu'un qui compte pour moi et que je voudrais lui faire des lasagnes, je pourrais ressortir mon souvenir de ma pancine et puis me le remettre en disant « Ah oui, la dernière fois que tu as fait des lasagnes, elles étaient super bonnes, ça va super bien se passer. » On pourrait faire la même avec un exercice d'anglais. J'étais en cours en anglais, j'ai posé une question en anglais, le prof il a compris ce que je voulais dire, en plus il a dit que ma question elle était intelligente, ça a fait avancer le cours. C'est le bonheur parce que moi je pensais que j'étais nul en anglais, et là ce jour-là j'ai fait un truc super. Moi je voudrais bien le jour du contrôle pouvoir ressortir mon souvenir de ma poche, là me le remettre dans la tête et me souvenir que je suis capable peut-être de faire des trucs bien en anglais. Parce que j'ai le stress, parce que je pense que je suis nul. Vous avez remarqué, je pense que je suis nul et je voudrais faire bien. J'ai tendance à mélanger les choses, c'est pas bon ça. On a dit qu'il faudrait bien faire attention de faire la différence. Eh bien c'est possible. C'est possible d'avoir une pancine. Ça s'appelle de l'ancrage. C'est une stratégie de mémorisation. C'est ce que fait Proust avec sa Madeleine. Il a la Madeleine comme petite encre. C'est le petit drapeau qu'il a planté dans sa mémoire en disant, tiens, là, avec cette porte d'entrée qui est l'odeur de la Madeleine, je suis capable de revenir à cet endroit-là et de revivre ce moment-là qui était super pour moi. Ben ça, on peut se le créer. Il y a plein de petites techniques toutes simples, à base, par exemple, de symboles. J'ai des élèves comme ça qui ont un petit symbole et quand ils ont une copie avec une bonne note, ils écrivent une espèce de petit gribouillis dans un coin de la feuille ou à côté de la note. Et puis quand ils font un travail en contrôle, et ben dans un tout petit coin de la feuille, ils écrivent le même petit gribouillis. Exactement le même. C'est de l'ancrage. Ce petit symbole-là permet de rentrer dans l'état émotionnel du jour où on leur a rendu leur copie qui était super bonne. Ils ressortent leurs souvenirs de la poche, là, ils se remettent dans la tête. Et ils se remettent dans l'état émotionnel de ce jour-là. C'est intelligent. Le stress baisse, l'intelligence augmente. On sait que notre stress, c'est un inhibiteur d'intelligence. Il y a plein d'autres techniques. J'avais un élève comme ça qui mettait ses doigts dans une espèce de position désagréable. Je n'ai jamais réussi à faire comme lui. Et il serrait très fort. Mais je lui dis, mais tu te fais mal? Oui. Je me fais mal, enfin un tout petit peu, hein, pas très beaucoup, mais je me fais un petit peu mal, mais comme ça je me souviens. Et
Pour lui, c'était sa porte d'entrée. Et à chaque fois qu'il avait besoin d'enregistrer cet événement, hop, il refaisait sa petite position là, et tac, il était capable de se remettre dans l'état émotionnel de cet événement positif. C'est une vraie stratégie. Il y en a qui font ça avec leur téléphone. Je passe dans la rue, il y a un super arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, je voudrais pouvoir l'emmener au boulot. Je tac, photo, je prends la photo et j'emmène mon arc-en-ciel au boulot. Et quand je serai dans un petit moment de déprime où je pense que je vais pas y arriver, j'ai un boulot comme ça à faire, c'est vraiment pas sympa, et ben là je reprends mon arc-en-ciel, hop, je le regarde, et ça va mieux, et je me mets au travail. Et voilà. C'est un moyen intelligent, voilà, de m'ancrer ou d'ancrer un souvenir dans ma mémoire. Je note que l'appareil photo, il peut être virtuel. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. J'avais un élève comme ça, qui mettait ses bras comme ça, et qui prenait une photo du tableau. Je lui dis, mais tu fais quoi? Il dit, j'ancre le tableau là, parce que c'est important ce qu'il y a là, je ne veux pas l'oublier. Mais tu ne peux pas le regarder comme ça. Ah mais non, parce que là, hop, je l'ai ancré. C'était sa stratégie à lui, et ça lui allait bien. C'est de l'ancrage. Il y a plein de manières d'ancrer les choses, mais c'est important d'être capable d'ancrer tous ces petits moments positifs, tous ces événements positifs, toutes ces petites victoires du quotidien, parce que c'est ces petites victoires du quotidien qui composent notre confiance en soi. Puisque notre cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important, mais c'est toutes ces petites victoires du quotidien qu'il faudrait arriver à stabiloter toute la journée pour les capitaliser, les rentrer dans ma mémoire de manière définitive et être capable de m'en servir quand j'en ai besoin. Rappelons-nous, la confiance en soi, c'est se souvenir qu'on est capable de le faire et que la dernière fois qu'on l'a fait, ça s'est bien passé. Évidemment, le stress, je le disais tout à l'heure, c'est notre pire ennemi. D'accord ? Quand je disais tout à l'heure, je vous parlais du cerveau, je n'étais pas tout à fait exact. Je vous ai dit que je préciserais, je vais le faire maintenant. Dans le cerveau, il y a 3 parties. On parle du cerveau reptilien. Sa fonction, c'est de nous garder en vie. C'est la survie. C'est sa seule fonction, à peu près. Donc c'est lui qui va gérer les battements du cœur, la respiration, la température du corps, mais c'est lui aussi qui va gérer tout ce qui est dangereux. C'est lui qui, quand je vais croiser un diplodocus dans la rue, va me dire, là tu cours vite et longtemps. Et tu réfléchis pas. Tu te demandes pas, est-ce que c'est un gentil diplodocus, il faut pas mettre tous les diplodocus dans le même sac. Non, on réfléchit pas là. À ce moment-là, on court. Et on court vite et longtemps. C'est lui qui me dit ça. C'est lui qui m'enlève la main, sans que je lui demande rien d'ailleurs. Il enlève la main quand c'est chaud. Vous savez, la plaque qui est très très chaude, là je mets la main dessus et j'ai un réflexe comme ça. Ben, le réflexe, c'est lui. C'est le reptilien. Il n'est pas très malin, mais il est très rapide. Et en même temps, quand il a décidé un truc, ça s'arrête là. Parce qu'en effet, le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. C'est lui qui va gérer notamment tout ce qui est les émotions. Alors, comme je vous le présente là, c'est une coupe longitudinale du cerveau qui va de l'avant vers l'arrière. On a le front là-bas et l'arrière ici. C'est presque spatialisé comme ça dans le cerveau. D'accord ? Je dis presque parce que c'est pas tout à fait aussi précis que ça, puis ça dépend de droite et gauche, c'est pas exactement pareil, mais globalement, voilà, le limbique, c'est celui qui est tout près de la colonne vertébrale derrière, pour être plus rapide. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à donner le coup du lapin, parce que si on donne un bon coup sur le limbique, ça s'arrête. La survie s'arrête tout simplement. C'est lui aussi qui me dit, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi, bah oui, parce que c'est du vital. Si je ne bois pas, si je ne mange pas et si je ne veux pas faire pipi, au bout d'un moment, je meurs. Donc ça, c'est du vital, c'est son boulot. Le limbique, lui, c'est les émotions. D'accord ? C'est tout ce que je suis capable de ressentir. C'est des émotions positives comme négatives. Voilà, c'est ce que dit mon cœur. D'ailleurs, c'est une hérésie. Hein. On dit je t'aime avec mon cœur, c'est pas vrai du tout. Hein. Je t'aime avec mon cerveau limbique. Alors c'est un peu moins bucolique. Et puis c'est moins facile sur une carte postale de dessiner un cerveau limbique pour lui dire je t'aime.
C'est pour ça qu'on a utilisé le cœur, c'était un peu plus facile à symboliser. Mais on devrait, dans la vérité, utiliser le cerveau limbique et dire « je t'aime avec mon cerveau limbique, ma chérie », même si c'est un peu moins glamour. Et puis ensuite, on a le cortex, puis le néocortex, qui est encore autour, qui lui, c'est mon intelligence. C'est là que sont rangés les mots de vocabulaire d'anglais, les formules de maths, les cours d'histoire, enfin, toute mon intelligence, elle est là. Comme je vous disais tout à l'heure, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'était pas tout à fait exact, puisque c'était votre reptilien et votre limbique qui sont pas capables de faire la différence entre les deux. Heureusement que votre cortex, lui, le fait, et que votre intelligence est capable de dire « mais non, c'est que des acteurs, ils sont pas morts, en fait ». Ou ils se sont pas vraiment séparés, ou elle n'a pas vraiment abandonné sa maman. C'est uniquement notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique qui sont capables de se faire avoir comme ça par nos émotions, et de ressentir des vraies émotions, et d'avoir vraiment peur devant un film d'horreur, alors qu'on sait bien que les gremlins, ça n'existe pas. On sait bien que les monstres, vilains ou pas vilains, n'existent pas. Pourtant, on a vraiment peur et on va vraiment regarder sous le lit s'il n'y en a pas un qui traîne avant de se coucher. Et on va être vraiment mal à l'aise en rentrant du cinéma parce que c'était vraiment un peu glauque. Hein. Donc mon cortex, lui, il est intelligent, il est capable de comprendre. Par contre, mon reptilien et mon limbique, eux, ils se font avoir. C'est pareil pour le réel et l'imaginaire. Le chiffre 22, vous l'avez visualisé, mais vous saviez bien qu'il n'était pas là. Votre intelligence le savait parfaitement. Pourtant, vous êtes capable de l'avoir vraiment vu avec vos yeux, pour certains qui sont plus imaginatifs, et votre cerveau, là, il va se faire avoir entre le réel et l'imaginaire. Quand vous étiez sur la plage, vous avez vraiment ressenti une émotion. Peut-être même certains ont vraiment ressenti la chaleur du soleil quand j'en ai parlé. Par contre, vous saviez parfaitement avec votre intelligence que vous n'étiez pas là. Donc Alors, le stress, il a une fonction assez efficace. Hein. Le stress, sa fonction, c'est de mettre ici, là, une barrière. Et électriquement, quand on regarde comment fonctionne le cerveau, c'est complètement réel. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les échanges électriques, c'est de l'électricité tout ça à l'intérieur du cerveau, hein, les échanges électriques, électrochimiques d'ailleurs, pour être plus précis, les échanges électrochimiques à l'intérieur du cerveau, quand on est en mode stress, ils sont concentrés dans cette partie-là, essentiellement. Ils vont très peu irradier notre intelligence. D'ailleurs, le stress, ça ne rend pas intelligent. C'est bien connu. On peut parler de stimulation, qui celle-là peut booster un peu notre intelligence, mais le stress lui-même, il ne rend pas intelligent. Parce qu'il a un rôle inhibiteur, c'est son boulot, le stress, que de dire stop, tu arrêtes de réfléchir et tu agis, tu enlèves ta main là, parce que tu vas te brûler. Et c'est pas le moment de réfléchir, de savoir si tu vas te brûler au 2e ou au 3e degré, on s'en fout, tu enlèves ta main d'abord et après tu réfléchis. D'accord ? De même que si tu as peur, d'abord tu vas crier, courir, partir, et après, tu pourras réfléchir, savoir si c'était vraiment dangereux ou si c'était qu'une blague. Mais d'abord tu cries, tu sautes. Et puis après, on réfléchit. T'arrêtes de réfléchir, stop, tu passes à l'action. C'est la même chose quand je suis amoureux. Quand c'est mon limbique qui prend le pouvoir, mon émotion positive, là, l'amour, quand je suis sur mon petit nuage, ça rend pas intelligent, ça. Hein. Maintenant, sur notre petit nuage, mais surtout nous les hommes, on est capable de faire n'importe quoi, et même les pires bêtises. Ouais, on dit que c'est par amour, mais c'est juste parce que notre cerveau, quand il est saturé, eh ben, il empêche de réfléchir. Mais c'est la même chose avec des émotions tristes. Hein. Quand je suis terrifié, quand je suis affaibli ou complètement triste parce que j'ai perdu un proche, mais je ne suis pas en capacité d'être intelligent à ce moment-là. Ben oui, c'est parce que mon limbique, quand il est saturé, il empêche de réfléchir, il empêche de passer à l'état d'après. Quand tout va bien et que tout est apaisé, alors je peux accéder à mes informations, à mon intelligence. Mais dès qu'il va y avoir une saturation au niveau du reptilien, parce que je suis en danger, ou du limbique, parce qu'il y a des émotions qui m'envahissent et qui me débordent, alors ça ne marche plus. C'est la pyramide que vous connaissez bien,
sur les besoins. C'est Maslow, le psychologue américain, Maslow, qui a travaillé là-dessus, sur cette notion des besoins. Et il explique comme ça la pyramide des besoins en disant d'abord et avant tout, on a les besoins du corps. Alors, il déclasse Maslow en 8 échelons. J'ai pris la version simplifiée exprès. D'abord, on a les besoins du corps. Il faut être en sécurité, se sentir bien, avoir mangé, avoir bu, pas avoir envie de faire pipi, enfin voilà tout ça. Une fois que ça va, alors on peut mettre l'étage supérieur de la fusée et on va parler de notre cœur, de notre état émotionnel. Et on va réfléchir sur voilà, comment je me sens, est-ce que je suis pas trop triste, pas trop joyeux, pas à côté de la plaque, etc. Et une fois que j'ai satisfait cet état émotionnel, alors je peux passer à mon intelligence. Vous comprenez pourquoi c'est compliqué de faire court à 12h30 ? Parce qu'à 12h30, mon corps dit j'ai faim. Il arrête de réfléchir. Je suis en danger, moi, quand j'ai faim. Si je ne mange pas, je meurs. Donc on arrête de réfléchir et on dit j'ai faim. Et les cours à 12h30 sont toujours un peu plus compliqués. Alors c'est pour ça qu'on fait des travaux pratiques, pour ça qu'on fait plutôt des exercices, parce que faire un cours magistral un petit peu important à cette heure-là, c'est jamais très efficace. Mais vous comprenez aussi pourquoi est-ce que si je me mets à crier très fort sur un élève en levant la main comme ça et que je lui dis « Tu vas comprendre, oui ?» il y a toutes les chances qu'il ait du mal à comprendre. Hein. Parce que le stress va bloquer complètement son intelligence. Et à l'inverse, si je le rassure, que je le mets en confiance et que je l'apaise, alors il sera plus performant, plus intelligent. Et là, on peut tous interroger nos stratégies d'accompagnement des enfants à la maison. Hein. Comment je fais pour le mettre au travail et comment je fais? Est-ce que j'ai plutôt tendance à lui crier dessus pour la 14e fois que je lui demande, en même temps il n'a qu'à écouter, ou est-ce que au contraire, voilà, je vais garder le minimum de patience qu'il me faut et garder mon trésor de patience pour ça, parce que le stress et la condition émotionnelle, vous imaginez ce que c'est dans un cœur d'adolescent, alors que je viens de me disputer avec ma maman préférée, ce que c'est que de se mettre au travail et d'aller parler d'un cours d'histoire ou d'anglais, alors que mon cœur est dévasté par la tristesse que j'ai de m'être fâché ou disputé avec papa ou maman. C'est très compliqué. Ben oui, l'état émotionnel influe sur notre capacité intellectuelle. Et de la même manière, quand je vais gérer mon stress dans le cadre de la confiance en soi, ben, si je ne suis pas dans un état émotionnel satisfaisant, si je n'ai pas réussi à me sortir de ma pensée, de mon état émotionnel rassurant, ben, ça va être très compliqué d'être performant à ce moment-là. C'est une vraie stratégie. Et là, on peut utiliser complètement des stratégies virtuelles. Ben oui. Rien n'empêche de me réconcilier dans ma tête avec maman avant de me mettre au travail. C'est intelligent. C'est un moyen, comme mon cerveau limbique qui ne fera pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ben, ma réconciliation virtuelle avec maman juste avant de me mettre au travail, même si c'est dans ma tête et qu'on n'a pas fait encore en vrai, je sais bien que quand je vais redescendre tout à l'heure et que je lui ferai un câlin en lui disant « Maman, ça y est, j'ai fait mon travail, est-ce que tu veux bien qu'on passe un petit moment ensemble ?» Je sais bien qu'elle va me prendre dans ses bras et qu'elle aura ce geste tendre qui me va si bien. Ben, rien que le fait de l'imaginer, ça me permet déjà de faire redescendre mon état émotionnel et de me mettre au travail avec plus d'efficacité. Mais c'est pareil, ça marche avec les parents, mais ça marche avec mes amis pareil. Hein. Si je viens de me faire larguer par ma copine juste avant le DST, et vous voulez que je sois intelligent pendant le DST, c'est compliqué quand même. Et qu'est-ce qui m'empêche de me réconcilier dans ma tête, virtuellement? Je sais bien que c'est de la science-fiction, je sais bien même que ça va peut-être pas arriver en vrai après, mais là, pour l'instant, j'ai besoin de reconstruire ma confiance pour le contrôle. J'ai besoin de penser que je suis pas complètement nul, mais que je suis capable de le faire. Donc pour ça, je vais me souvenir des jours où j'ai réussi à le faire, où j'étais pas si nul que ça, parce que j'avais fait des choses performantes, et je vais m'ancrer dans ce souvenir-là pour regagner cet état émotionnel-là maintenant et devenir intelligent maintenant. Parce que j'en ai besoin pour mon contrôle maintenant. Et puis après, je réglerai mes histoires de cœur avec qui je veux. Pyramide de Maslow sur les besoins et les 3 cerveaux tels que les neurosciences nous les ont enseignés.
un petit chapitre particulier pour la confiance en soi des filles, qui est encore plus complexe et compliqué que celle des garçons, pour une raison assez simple, comme je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, une adolescente, une enfant, une femme, dans la société d'aujourd'hui, doit résoudre un paradoxe complexe. À savoir, on va lui demander deux choses contradictoires. On va lui dire d'un côté, ma fille, sois forte, parce que si tu n'es pas forte, tu vas te faire bouffer toute crue. Donc la société, le monde est difficile, donc sois forte. Et en même temps, on va lui dire de l'autre côté, ça serait bien que tu sois femme, que tu sois féminine, que tu sois jolie, que tu sois tout ça en même temps, quoi. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe dans notre société occidentale, et on va voir que tout ce qui ramène à la féminité ramène à la fragilité. Parce qu'une silhouette féminine, c'est fluet, c'est fragile, parce que sur des talons, vous êtes forcément plus fragile que sur des baskets, parce que si vous avez des cheveux longs, vous êtes plus fragile qu'avec des cheveux courts, parce que si vous êtes en robe, c'est beaucoup moins confort, entre guillemets, moins fonctionnel que si vous êtes en jean, parce que tout ce qui est féminin, dans notre société occidentale, va ramener à une forme de fragilité. Alors on vous dit d'un côté, soyez fortes les filles, mais soyez fragiles. Et là ça devient compliqué, parce qu'il faudrait choisir en fait, entre être une femme féminine et tout ça, et se faire bouffer toute crue, ou bien être forte, mais ressembler à un camionneur. C'est pas juste, et c'est pas vrai. C'est une des complexités qu'ont un certain nombre de filles pour construire leur confiance en elles. Et je vais inclure là-dedans les garçons qui ont le même problème, parce que eux, à l'inverse, on leur dit soyez forts et soyez forts. Alors, on leur dit pas d'être fragile, mais du coup, s'ils sont pas forts, costauds, grands, forts et bêtes comme papa, ben, c'est pas des vrais garçons. Alors, c'est pas beaucoup plus simple à résoudre comme problème. Et là, pour ça, il faut faire un petit peu d'histoire et revenir un petit peu en arrière et comprendre finalement quelle est la force qui a permis à l'humanité d'être performante dans tous les domaines. Quelle est la force qui a fait qu'on a construit des cathédrales? Quelle est la force qui a fait qu'on a construit la muraille de Chine, qu'on a pu faire des pyramides, qu'on a pu faire la guerre, la paix, découvrir le vaccin contre la rage? Quelle est cette force invisible qui anime le monde et qui est plus forte que tout? Moi, j'ai compris cette chose-là un dimanche après-midi à Paris, à la sortie d'un hôtel de Formule 1. Et j'ai croisé ce jour-là David Douillet. Vous connaissez tous David Douillet, c'est un double champion du monde de judo, poids lourd. Ça m'arrive pas souvent, mais ce jour-là, quand je lui ai dit bonjour, j'ai eu l'impression d'être petit. À deux titres, hein. D'abord parce qu'il est plus grand et plus baraqué que moi, c'est possible. Et ensuite, parce que je connais son palmarès, que je l'admire et que je lui ai trouvé un aura impressionnant. Et donc je crois ce bonhomme, ce monument, dans tous les sens du terme. Et là, on était avec des copains, ils sortaient de l'hôtel comme nous, et on se dit banco, on se regarde, tac, on l'invite à boire un coup, juste à côté, visiblement, il n'avait pas grand-chose à faire, nous non plus. Allez, on va boire un coup, est-ce que vous voulez venir avec nous? Et là, je vois cette armoire à glace, ce bonhomme-là, je le vois qui se tourne vers une toute petite bonne femme, grande comme ça, qui prend sa plus petite voix, toute gentille, toute mignon, là, le grand bonhomme, et qui lui dit « Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux y aller ?» J'ai compris que la force la plus puissante, c'était pas la sienne. En tout cas, c'était pas celle du judoka, ni même de l'armoire à glace que j'avais devant moi. La force qui est capable de faire bouger le monde, celle pour laquelle on a construit des pyramides, des cathédrales, la muraille de Chine, celle pour laquelle on est capable de faire la guerre comme de faire la paix. Cette force-là, vous l'appellerez comme vous voulez ce soir, moi je vais l'appeler l'amour. C'est celle qui permet de mener par le bout du nez
un homme aussi grand soit-il, ou une femme aussi volubile soit-elle, c'est celle qui permet de déplacer des montagnes ou de dépasser des caps. C'est celle qui permet de tout faire dans la vraie vie, c'est l'amour. Par amour de Dieu, on a construit des cathédrales. Par amour de Pharaon, on a construit, du peuple égyptien, on a construit des pyramides. Par amour du peuple chinois, on a fait la grande muraille de Chine. Par l'amour de sa nation, on est capable de faire la guerre. Et par l'amour de cette même nation, on est capable de faire la paix. Par amour de soi, on est capable de se soigner bien et de progresser. L'amour est une force beaucoup plus forte et puissante que toutes les autres forces de cette planète. Alors quand je dis amour avec un grand A, certains d'entre vous, et moi y compris, vous entendrez aussi l'amour de Dieu. Chacun l'entendra comme il veut, mais de tous les cas, l'amour est une force beaucoup plus puissante que toutes les autres. Et si je dis maintenant, mesdames, soyez fortes, capables d'aimer et d'être aimées, c'est ça être forte finalement. Et soyez femmes féminines comme vous voudrez l'être, il n'y a plus de paradoxe. Et je peux choisir de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, aussi féminine que j'ai envie de l'être, en jean ou en jupe comme je veux l'être, ça c'est pas un problème. Ça ne rentrera jamais en contradiction avec la capacité que je veux développer d'être aimé et d'aimer. Et pour les garçons, ce sera la même chose. Je peux être fort, aimer et être aimé aussi fort que je le veux, et ce ne sera jamais en contradiction avec celui que je suis, plus ou moins baraqué, plus ou moins performant, plus ou moins fort, avec une plus ou moins longue expérience de la vie, peu importe. Soyez forts, c'est-à-dire capables d'aimer et d'être aimé. Mais pour les filles, soyez fortes, capables d'aimer et d'être aimées. Et s'il y a un terrain sur lequel, mesdames, vous êtes souvent plus performantes que beaucoup d'hommes, c'est bien votre capacité à aimer, à être aimé, et à le dire et à le faire dire. Et ça ne rentrera jamais en contradiction avec votre liberté de vous habiller comme vous avez envie de l'être et d'être au degré de féminité qui vous plaît. Il n'y a plus d'antagonisme possible. Et c'est intéressant d'enlever cette contradiction parce que finalement ça va rendre libre. Chacune d'être comme elle a envie d'être, et puis en même temps d'aimer et d'être aimée, parce que sinon elle va se faire manger toute crue dans la vie. Une autre chose qui rend la confiance en soi des demoiselles, en particulier, mais pas que, un peu complexe, c'est la notion d'apparence. On sait que notre société occidentale aujourd'hui impose une vision de ce que devrait être une femme comme ça ou comme ci, et c'est compliqué pour les filles soit d'assumer une différence par rapport aux standards qui sont affichés sur les 4x3 en ville ou dans les journaux, et ça s'assume, parce que comme on sait que c'est de la science-fiction et que c'est du Photoshop, ça vaut le coup d'assumer une différence avec ça, mais en même temps c'est compliqué parce que le regard des autres, parce que tout ça. Je note quand même de ma petite expérience de 25 ans d'enseignement, en lycée entre autres, et c'est une période charnière, je note que le premier adversaire, la première personne qui participe au manque de confiance en soi des filles comme des garçons, c'est eux-mêmes. Ils sont leur propre premier ennemi. Et de loin et très en avant. Alors j'ai une petite illustration de ça, si vous voulez bien. Ça va. T'as un grand buste, t'as une toute petite jambe. Excuse-moi, fais gaffe. Mais arrête. En fait, c'est pas ça. C'est quoi? Parce qu'il y a des meufs qui s'en sortent avec ça. Mais toi, en plus, t'as pas de charme. T'es juste grosse et banale, en fait. On m'a demandé d'écrire dans un carnet à chaque moment où j'avais une pensée sur mon physique. Mercredi, 10h, je me sens moche. J'ai 2 dents de lait, ici, et donc quand je souris, je ressemble à une souris.
suis obligée de dire ça. Mais c'est horrible. Pas de bonne proportion, un grand buste avec des petites jambes. C'est bizarre, un grand buste sur des petites jambes. T'as pas de charme. Salut Marie. Salut Pierre. Là toi. Ouais, ça va. Ça va? T'as les joues creuses, quoi. T'es hyper creusée, là, aujourd'hui. Tes petites dents bleues, là, qui te restent, on dirait une souris. Tu commences à avoir une tête de bulldog, quoi. T'as les plis qui démarrent du nez, qui descendent vers là. Enfin, c'est... En plus, t'as grossi, c'est terrible, quoi. Puis tiens-toi droite, quoi, ça te fait du bide. Sérieux. T'as des bras tout gros, ça te fait une silhouette toute tassée. Tu te sens pas horrible, là? Avec tes grosses cuisses et ta culotte de cheval, là? J'aimerais bien juste te voir avec un corps normal, au moins une fois. Je me permets. Je trouve ça un peu dur ce que vous m'avez dit quand même. Eh les filles, c'est hyper violent de se dire ça. Mais en fait, c'est ce que je me dis à longueur de journée. Et là, je prends conscience de la violence du truc. Elle me disait exactement la chose que je me disais à moi-même dans le carnet, en fait. Épouvantable. J'aimerais pas que ma fille se parle comme ça c'est clair. C'est pas justifié, en fait. Je pense qu'on est toutes très belles. Oui, bien s'aimer, ouais. Simplement. Ouais. Il y a sans doute un vrai travail à faire sur cette petite voix intérieure. Et on peut faire le même travail avec les garçons, avec le même enjeu essentiel de construire sa confiance en soi. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. Si toute la journée, je passe ma journée à me dire que je suis moche, je ne suis pas capable, ben mon cerveau ne va retenir que ça. C'est absolument essentiel à comprendre. Alors on va passer aux travaux pratiques, et je vous les livre en vrac. Maintenant que vous avez compris le principe, vous serez capable de les inventer ou de les décliner à volonté. Je vous en donne quelques-uns, je les ai renotés sur la feuille que je vous ai donnée, sur laquelle vous avez voilà, un certain nombre d'outils qui peuvent permettre, si vous aviez fait partie du cours qui se passe pendant les AP en seconde, pendant les 8 heures, on a un peu plus de temps, donc ça permet d'abord d'aller un peu plus loin, et j'ai tout un tas d'autres petites vidéos que je leur partage. Mais je leur fais aussi apprendre par cœur un certain nombre des petites affiches qui sont à l'intérieur là. Par cœur comme un mantra. Comme un mantra, non pas qu'on considère comme une réalité, parce que ce serait parfois un peu présomptueux d'imaginer ça comme une réalité, mais le mantra qu'on considère comme une stratégie. Puisque mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, même si je sais que ça c'est imaginaire, ben si je l'apprends par cœur et que je le récite tous les matins, ce sera un moyen intelligent de faire comprendre à mon cerveau que c'est ça l'essentiel, et de considérer que la beauté qui est en moi vaut le coup d'être développée et mise en avant. Alors, les exercices, très rapidement. Les 3 kiffs, ça fait référence au livre de Florence Servan-Schreiber qui s'appelle Les 3 kiffs. C'est une stratégie toute bête qui consiste une fois par jour à se réciter les 3 kiffs de la journée. Voilà. Ce matin, en cours d'anglais, j'ai posé une question intelligente, le prof il a dit qu'elle était bien, je suis content de moi. Un kiff. Hier, je suis sorti de la maison, il y avait un super arc-en-ciel en sortant de la maison. Là. 2e kiff. Puis 3e kiff, j'ai eu une conversation avec papa, on s'est même pas engueulé. Ça, c'est mes 3 kiffs de la journée. À quoi ça sert si je fais ça tous les jours? Ben, ça sert à ancrer dans ma mémoire tous ces événements positifs. Qu'est-ce qui va se passer au prochain cours d'anglais? Quand je vais me trouver confronté à une difficulté, ben je vais me souvenir que, puisque ça faisait partie de mes kiffs, je vais me souvenir que ça s'est bien passé la dernière fois, et donc je vais être en confiance pour reposer une nouvelle question. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que je vais avoir un petit coup de vague à l'âme? Ben je vais pouvoir fermer les yeux et revoir mon arc-en-ciel. Et qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai besoin de parler à papa et que je le prendrai parce que c'est un peu compliqué? Je vais me souvenir que la dernière fois qu'on s'est parlé, on ne s'est même pas disputé. C'est les 3 kiffs. C'est exactement la même stratégie développée autrement, du un petit compliment par jour. J'invite mes élèves pendant 21 jours de suite, sans en manquer un seul, ou alors pendant 1 mois si parfois je suis un peu distrait,
Je les invite en se rasant le matin, ou en se maquillant, ou juste en se regardant quand ils passent devant la glace, à s'arrêter. S'arrêter devant un miroir, c'est compliqué pour un ado, mais pas que pour les ados d'ailleurs. Je vous invite à faire la même chose, c'est parfois pas simple pour certains. On va s'arrêter devant le miroir et on va se regarder les yeux dans les yeux, on va se rapprocher un peu du miroir, à se mettre à une distance où on est en cœur à cœur. Voilà, on ne se regarde pas de loin, on va se regarder de près et dans les yeux. Et là, on va se dire à soi-même un petit compliment. Pas une vantardise, non, un petit compliment. Voilà. Bien joué ce matin pour le cours d'anglais, là, elle était super ta question. Ou pas mal ton plat de lasagne, visiblement ils ont eu l'air d'aimer. Ce petit compliment-là, il va alimenter ma mémorisation, ma mémoire. Et le but, c'est de pouvoir m'en resservir, c'est de pouvoir le ressortir quand j'en ai besoin un peu plus tard. C'est vraiment voilà, une stratégie toute simple. Un petit complément dans la règle du jeu de cet exercice-là, c'est qu'on n'a jamais le droit de faire 2 fois le même compliment. Donc si un jour je me suis dit « t'as des beaux yeux », bah, le lendemain, il faut que je trouve autre chose. On n'a pas le droit non plus de les écrire, ces compliments, parce que sinon c'est trop facile pour les mémoriser. Comme c'est un exercice de mémoire, si jamais j'ai oublié un jour que ci ou que ça, j'ai le droit de me le répéter puisque c'est un exercice de mémorisation et que mon cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. Donc si on le répète plusieurs fois, c'est pas grave. Donc on essaye de faire jamais 2 fois le même. À quoi ça sert la stratégie est toute simple. C'est qu'en faisant l'effort de me souvenir est-ce que j'ai déjà répété ça, je vais refaire passer dans ma mémoire tous les autres compliments que je me suis dit les jours d'avant, et du coup je les remémorise, je les réactualise, et là je reviens sur ma courbe de Ebbinghaus tout à l'heure, c'est la réactivation à 48 heures là, que je fais fonctionner pour engrammer complètement le truc jusqu'au bout. C'est la même chose, tous ces exercices sont les mêmes, vous aurez compris, c'est toujours la même stratégie. Il s'agit de manière fréquente, le plus souvent possible, le cerveau retient ce qui est fréquent parce que c'est important, de remettre en mémoire tous les événements positifs qui nous arrivent. Voilà, donc c'est pareil avec le surligneur positif. Je prends mon surligneur virtuel et à chaque fois qu'il se passe un truc bien dans ma vie, je le surligne. Voilà. J'ai surligné mon cours d'anglais de ce matin, j'ai surligné l'arc-en-ciel d'hier, j'ai surligné papa parce que... un petit surligneur virtuel, ça prend pas beaucoup de place dans la poche, mais c'est vachement utile. Un carnet de mes succès, c'est ce petit carnet qu'on a dans la poche, c'est cette application notes qu'on a dans le téléphone, sur lequel on note tout ce qu'on a bien réussi, tout ce qui s'est bien passé, tous ces événements positifs dont je vais avoir besoin pour me souvenir de ma confiance, que je peux me faire confiance. C'est la même chose avec le tableau To Be Proud. Ça, c'est un tableau de ma chambre, enfin c'est un panneau de ma chambre d'ailleurs, je l'ai mis dans on peut le mettre sur un panneau complet, sur lequel à chaque fois que je reviens le soir du lycée, je prends un post-it et je colle tout ce qui s'est bien passé. Tout ce que j'ai kiffé dans ma journée, tout ce qui était sympa, tous ces souvenirs positifs que j'ai pas envie de complètement oublier. Ma pancine, je l'ai collé sur le mur, et à la fin de l'année, j'ai un mur entier avec tout plein de post-it positifs, et quand j'ai un petit coup de vague à l'âme ou un coup de stress pour le bac, je viens me planter devant mon mur, là, je me dis « Ah ouais, je suis fier de tout ça finalement ». Et ça me fait du bien, ça me remet dans un état émotionnel de chacun des petits post-it. On peut faire des tableaux plus ou moins grands, il y en a qui font ça sur le frigo, ça permet de sélectionner, ça prend moins de place, mais on peut aussi se faire ça sur un mur entier, voilà. Ça peut se faire sur plusieurs années, sur une vie parfois. C'est la même chose avec la boîte à succès. Vous savez, c'est ce cochon, alors on peut mettre des sous dans le cochon, mais on peut aussi mettre des trucs positifs. C'est ce petit post-it qu'on vient mettre dans une boîte, à chaque fois qu'on a des choses positives à mettre. Et puis quand ça va pas, quand on est stressé, quand on est inquiet, quand on a besoin de se refaire un coup de morale, et on ouvre la boîte. Et là, on se fait plaisir et on déguste. On déguste chaque petit souvenir, comme notre pancine, dans lequel on aurait glissé que des bonbons délicieux. Et on va pouvoir sortir, souvenir après souvenir, remettre en mémoire tous ces éléments-là. Voilà, c'est la même chose, le surligneur positif, il y en a qui, ça dépend de la vue que vous avez, mais on peut le faire avec des lunettes virtuelles, notamment avec des tout petits, ça marche très bien. On leur offre des lunettes virtuelles, c'est des lunettes à regarder les solutions. Parce qu'ils ont souvent des lunettes pour regarder les problèmes, ceux-là ils en ont plein, puis on en vend partout, dans tous les coins de rue. Par contre, les lunettes à solution, il y en a moins, elles sont plus rares, elles sont plus chères, mais qu'est-ce qu'elles sont plus efficaces. Donc ça vaut le coup d'offrir à qui vous aimez des lunettes à solution.
La projection positive, je suis capable de m'imaginer dans la solution. Je suis capable d'imaginer quand ça va bien se passer. Et c'est précieux, et c'est important, et c'est une vraie bonne stratégie. La troisième voie. Ah bon, j'ai un problème. Je dois faire ça, mais en même temps, je dois faire ça. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis lui ou je choisis lui? Et oui, mais si tu les invitais tous les deux pour faire... La troisième voie, c'est la solution à laquelle on n'a pas pensé. Si je m'oblige à toujours imaginer une troisième solution. Les Normands sont champions du monde de ce truc-là. Quand vous leur demandez oui ou non, ils vous répondent peut-être ben oui, peut-être ben non, parce qu'ils ont, ils ont cette culture de on cherche la troisième solution finalement, celle que vous n'avez pas proposée. Alors ça énerve beaucoup au début, parce que vous dites oui ou non, et puis l'autre il te dit peut-être, mais finalement c'est une vraie bonne stratégie, parce que ça oblige à chercher des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Voilà. Si je réfléchis bien à ma prière du soir, pour ceux qui l'ont pratiquée, ben dans ma prière du soir, je disais « Pardon, s'il te plaît, merci. » Pardon, parce que je me souviens de ma journée, et je peux relire tout ce qui s'est passé dans ma journée. D'ailleurs, je vais dire merci pour tout ce qui s'est bien passé dans la journée, et je vais souligner tous les événements qui se sont bien passés dans ma journée, et c'est pour ça que je dis merci. S'il te plaît, là, je me projette. Je me projette dans un événement positif. En plus, j'espère qu'il va être positif, et je le demande à Dieu. C'est de la projection. La prière du soir, c'est une manière comme une autre de se relire la partie positive de la journée et de se projeter dans la suivante. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas croyants peuvent imaginer de faire ce travail de relecture de la journée et de projection dans la journée suivante en disant demain, ça va bien se passer parce que. C'est tout le temps le même exercice, hein. On le décline comme on veut, on peut le faire comme on veut, c'est toujours la même stratégie. Le cerveau retient ce qui est fréquent, donc si on fait ça souvent, et pendant 21 jours, ça devient un habitus, et on peut le garder toute sa vie. Voilà, le petit compliment par jour. J'ai des élèves que j'ai eu il y a plus de 10 ans qui le pratiquent encore, et qui me disent à quel point ça a pu avoir un impact dans leur vie, parce que finalement, quand on s'habitue à regarder ce qui va bien, et ben c'est quand même beaucoup plus simple de le voir. Alors pour ça, moi j'entraîne mes élèves à une discipline essentielle qui s'appelle l'optimisme. L'optimisme, c'est pas être un bisounours et penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, ce serait être naïf, ce serait pas être optimiste. Être optimiste, c'est pas ignorer que là, vous pourriez être tous rentiers, gagner 50 000 € par mois sans rien faire, et être aux Seychelles, sur la plage, avec les doigts de pied en éventail, avec vos amis, votre famille et tout ça. J'ignore pas ça, que ce serait mieux ça. Par contre, je choisis de regarder d'abord ce qu'il y a de bien aujourd'hui, avant de regarder ce qu'il y a de moins bien. Je choisis de regarder d'abord le lit qui est fait, avant de regarder la chaussette qui est par terre. C'est pour ma santé mentale, hein, c'est pas tellement parce que ça me fait plaisir d'avoir une chaussette par terre. C'est pour ma santé mentale, ça me fait plus de bien de regarder qu'il a fait son lit, plutôt que de voir qu'il a une chaussette par terre. Alors, ça me permettra de lui faire la remarque après qu'il a une chaussette par terre et qu'on peut la ramasser. Mais d'abord, je me suis appuyé sur le lit qui était bien fait, et ça change tout. Être optimiste, c'est pas penser que le verre est plein. Il faudrait être naïf pour penser que le verre est plein. C'est pas penser non plus que le verre est vide. Il n'est pas vide, le verre. C'est penser peut-être que si je regardais bien, je verrais que le verre il est plein d'un liquide qui a vraiment pas l'air mauvais dans le bas, et que si je l'approche de mon nez, la partie haute est peut-être pleine de saveurs et d'arômes. C'est la troisième voie à laquelle on n'avait pas pensé dès le départ. Et oui, le verre il peut être à moitié plein de liquide et à moitié plein de bonnes odeurs, et comme ça je vais remplir ma vie avec quelque chose de plus admirable que de penser qu'il est à moitié vide. Être optimiste, c'est choisir de regarder d'abord ce qui va bien pour pouvoir ensuite compléter ce qui reste à améliorer. Mais je choisis d'abord de regarder tout ce qui va bien dans ma vraie vie. C'est un des moyens très efficaces de construire sa confiance en soi
et son bonheur, j'espère. Alors je vais terminer avec une petite publicité, vous m'excuserez, mais celle-là, j'ai pas pu me retenir. Je suis l'optimisme. Je nourris l'espoir et j'inspire la résistance. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. Sans moi, leur avenir s'assombrit. Mais si j'éclaire la route, ils s'y aventurent et ils tentent leur chance. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins, à ne pas gâcher, à s'entraider, à consommer mieux. Je leur ai appris à voir le verre à moitié plein, mais surtout à pouvoir le remplir, pour profiter de la vie plus que jamais. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Merci à tous et je vous souhaite 22 fois une bonne soirée. Si éventuellement il y en a qui ont une question courte,